Bonjour à tous, bienvenue dans le centre Terra de Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège. Vous savez qu'il y a 5 ans, en 2015, nous avons décidé ici à la faculté de créer un nouveau centre de recherche, le centre Terra. Aujourd'hui, ce centre rassemble 600 personnes qui viennent essentiellement du site de Jean Blou Agrobiotech, mais aussi de 5 autres facultés de l'Université de Liège. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir la créativité de nos chercheurs et leur capacité à s'adapter dans les conditions un peu difficiles que l'on a connues ces derniers mois, sur la thématique de la rentrée académique, résilience et innovation. Bonjour Jean-Thomas, comment vas-tu? Salut Philippe. J'ai en main ici ta dernière publication dans Science, félicitations. Merci. Sur le silicium. Tu peux un peu nous en dire plus? Ici, à travers cette étude, on a voulu étudier le silicium, parce que c'est un élément qui est de 1 très peu étudié, et il y a un lien très fort avec le cycle du carbone, et un potentiel en termes de bioprotection. Dans cette étude, on a été sur la côte ouest australienne. Alors, pas juste profiter de la côte ouest, mais aussi étudier un écosystème particulier, donc des sols vieux de 2 millions d'années. Et donc, on a étudié des sols très jeunes et des sols très vieux de 2 millions d'années. Et dans cette étude, on montre 2 choses principales avec Félix de Tombeur, le chercheur, c'est qu'on a un shift dans la source de silicium depuis le sol vers le cycle biologique. Au plus le sol est vieux, au plus c'est le cycle biologique qui contribue à l'apport de silicium. Et on montre aussi que comparativement aux autres éléments fortement étudiés, l'azote, potassium, phosphore, mais leur concentration de ces éléments-là chute dans les feuilles au fur et à mesure de la rétrogression de l'écosystème, alors que le silicium, il augmente continuellement. Donc c'est assez surprenant et il y a des répercussions assez énormes en termes d'implication dans les agroécosystèmes. Dans des environnements très limitants pour la plante, il n'y a quasiment plus rien dans ces sols qui pouvaient faire pousser les plantes, eh bien il y a certaines évolutions de communautés végétales qui vont développer des stratégies pour aller acquérir le silicium. Parce qu'au final, il n'y a plus que ça dans le sol. Et ce silicium, il va précipiter dans les feuilles sous forme d'une pierre biogénique que l'on appelle phytolite. Et en fait, ça a un effet protecteur pour les plantes contre les stress biotiques et abiotiques. Et ici, via l'écotron de la faculté, on a l'énorme chance au sein de Terra de pouvoir isoler tous les facteurs de manière très stricte pour comprendre les processus au sein d'un gradient climatique. Et donc, à travers un projet FNRS et qui va être dirigé par le postdoc Philippe Roux, eh bien, on va étudier un gradient d'aridité et l'effet de ce gradient d'aridité sur les processus du sol qui contrôlent le cycle du silicium. Ces choses-là, c'est extrêmement connu pour le carbone, le phosphore, l'azote, mais pas du tout pour le silicium. Ça va être la première fois que ça va être étudié, donc on va prendre l'opportunité de cet écotron pour la première fois l'étudier. Bonjour Vincent, bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Donc vous êtes à la fois directeur et président de Environnement Is Life in de Nocker. Et là, on va un peu parler plus en profondeur de l'écotron dont on a déjà un peu parlé avec Jean-Thomas et d'une expérience qui a été faite, la première, dans cet outil. L'expérience avait 2 ou 3 objectifs. La première, c'est de tester l'écotron, comparer ce qu'on fait dans l'écotron, quel est l'écart par rapport à ce qu'on a à l'extérieur. Et le deuxième objectif principal, c'était de tester le climat, un climat actuel, 2015, avec un climat futur, on a choisi 2094. Et de comparer tout ça avec les modèles que l'on a et qui sont pour l'instant élaborés sur base des observations qui sont faites à l'extérieur. Alors quel type de plante est-ce que vous avez cultivé? Du froment. D'accord. C'est une plante fort importante économiquement en région wallonne. Et quels ont été les résultats observés? La première surprise, c'est que le développement hivernal a eu beaucoup plus d'impact que c'est le cas actuellement pour l'instant. Je veux dire, quand les fromends arrivent au sortir de l'hiver, l'influence de l'hiver sur la récolte et finale, etc., est assez faible. Ici, l'influence de ce qui s'est passé en hiver a été, je veux dire, majeure. On avait des fromends qui étaient beaucoup plus développés, ça c'est à cause de l'hiver qui était plus doux, avec des températures maximales de 10-15 degrés. Ça a l'air évident quand on le dit comme ça,
mais les modèles, par exemple, ne prennent pas ça en compte, ou en tout cas pas suffisamment. Du fait qu'il était beaucoup plus développé, il y a une transpiration, donc une consommation d'eau qui était beaucoup plus importante, et malgré, peut-être à cause du fait que les pluies étaient continues, quand ces pluies ont cessé, le froment s'est retrouvé en état de sécheresse, en état de manque d'eau. Et ça, c'était pas nécessairement ce que les modèles avaient prédit, quoi. Pas du tout. On n'avait pas de stress hydrique prévu dans les modèles. Nos modèles de plantes ne s'attendaient pas à ça. Simplement, les plantes étant beaucoup plus développées que ce que les modèles estimaient, la consommation était beaucoup plus importante. Et à la fin, ça n'a plus été. Alors Bernard, ce type d'expérience, c'est quand même quelque chose de particulier puisqu'on essaye de mettre ensemble toute une série de compétences de la fac autour d'un même objectif, quoi. Voilà, il y a un contexte qui est autour de cette expérience et qui est autour un petit peu de toutes les préoccupations des scientifiques. C'est le contexte du changement climatique. L'écotron est un outil qui permet de réunir les expertises de plusieurs personnes ici à Gembloux autour de ce contexte dans une seule expérience. Donc on était une bonne dizaine d'experts avec évidemment, je vais dire une bonne dizaine d'équipes avec chacun son expertise. Et donc, on a mis ensemble nos envies vis-à-vis des écosystèmes terrestres et de savoir comment ils allaient évoluer dans le contexte du changement climatique pour mettre au point cette expérience. Donc, on vient de voir l'écotron, une des dimensions de Environnement is Life, mais on sait aussi que dans Environnement is Life, vous faites un énorme travail sur l'étude des échanges de gaz entre différents écosystèmes et l'atmosphère. Alors, quel type d'outils utilisez-vous pour faire ça? Concrètement, ce qu'on caractérise comme station de tour à flux, c'est un système où on mesure les échanges de gaz avec un dispositif que je qualifie de micrométéorologie, c'est-à-dire qu'on mesure des concentrations de gaz dans l'atmosphère en un point, et des vitesses de vent. Et avec ces deux données, on peut déduire un échange de gaz entre la surface et l'atmosphère. Les mesures sont effectuées ponctuellement en un seul point, mais en réalité, ça mesure quelque chose qui est advecté par le vent. Et donc, avec les changements de direction de vent, on peut estimer qu'on scanne une parcelle agricole, donc typiquement une dizaine d'hectares. Historiquement, on a un site qui tourne déjà depuis une vingtaine d'années et donc on a participé au sein du réseau européen à l'élaboration des méthodes et de la mise au point technique des dispositifs et on a fait partie des premières grandes publications du réseau dans les années 90. Et donc on a un site à Lonzé qui a été inauguré il y a 2 ans et qui nous permet d'analyser quoi en fait? Quel est l'objectif finalement de ce type de site? L'objectif c'est qu'avec ces données, donc, on a des mesures à la demi-heure des échanges de CO2, donc on peut analyser en détail la photosynthèse et la respiration de l'écosystème et déterminer comment ces flux réagissent par rapport aux aléas climatiques. Donc un exemple typique, il y a eu en 2018 une vague de chaleur et de sécheresse importante sur l'ensemble de l'Europe. Et donc on a pu caractériser comment la photosynthèse a été impactée par cette vague de chaleur. Et comme on travaille en réseau, on peut combiner ces mesures avec les mesures qui ont été effectuées sur les autres types d'écosystèmes européens et déduire une réponse à l'échelle de l'ensemble du continent. Ici, on est dans les serres et je sais que cette année, dans le cadre d'un projet étudiant, vous avez rencontré des difficultés à cause du confinement. Peux-tu un peu expliquer ce qui vous est arrivé? Oui, mais donc le projet expérimental multidisciplinaire, c'est un cours à 6 enseignants pour l'ensemble des étudiants de 3e bachelier, donc c'est un cours d'ampleur, qui se joue sur toute l'année. Les étudiants vont d'abord avoir une question scientifique, faire la recherche bibliographique et proposer une méthode, et puis la mettre en place de février à mai. Et effectivement, cette année, les étudiants avaient mis en place leur expérimentation. On s'est posé une question, on avait un peu 2 options, soit arrêter l'expérimentation, c'était peut-être le plus simple, et donner des données factices aux étudiants. On a pris l'autre voie, c'est-à-dire assurer nous-mêmes en fait la pérennité de l'expérience et donc les arrosages, puisqu'on est en conditions semi-contrôlées, donc il faut pouvoir venir arroser, et puis la récolte des données. Donc, on a pu donner des données réelles aux étudiants.
Très bien, belle preuve de résilience de la part des enseignants. Et donc, bonjour Sébastien, tu as participé à ces travaux pratiques. Et donc, comment est-ce que les étudiants ont apprécié finalement cette résilience de nos enseignants? Eh bien, au début, en fait, il y a eu une petite appréhension de la part des étudiants parce que c'était complètement nouveau pour nous. Mais finalement, très vite, les professeurs ont mis en place tout un protocole à suivre eux-mêmes pour qu'on puisse avoir des données, analyser, avoir des résultats et discuter des conclusions et est-ce que l'application d'un biostimulant foliaire pouvait accroître la croissance de nos plants ou pas. Bonjour Essam, donc on est ici sur le site de Wasabi, dans lequel il y a effectivement toute une série d'initiatives qui ont été prises en matière d'agriculture urbaine. Alors je pense qu'on peut un peu essayer de les passer en revue les unes derrière les autres. Donc ici tu as les cultures pleine terre, ce sont les cultures avec 3 grandes composantes. Le SPIN, Small Plot Intensive Farming, culture sur bande étroite et de façon très, très rapprochée. Des cultures en butte, on étudie un peu différentes compositions de butte. Et un 3e site en cours de construction qui est de l'agroforesterie maraîchère avec arbres fruitiers qui encadrent des bandes de légumes. Dans l'agriculture hors sol, on a 2 systèmes aquaponiques, donc ces plantes et poissons ensemble où chacun des protagonistes permet à l'autre par exemple un meilleur rendement. On a aussi des cultures hydroponiques en conteneurs pour produire des plantes à haute valeur ajoutée, par exemple des plantes qui produisent des molécules pour la médecine. Et ça constitue les cultures hors sol. 3e culture hors sol, à terme, il y aura une serre en toiture sur le bâtiment Terra où on va étudier les rendements énergétiques puisqu'on va récupérer l'énergie perdue du bâtiment et l'injecter dans la serre. La culture d'insectes, c'est une culture très importante et innovante aussi. C'est fait par notre doyen Frédéric Francis. Et cette culture, c'est pour l'alimentation animale. C'est plutôt avec une vision de récupérer tous les coproduits ou les résidus que l'on peut avoir, par exemple végétaux, d'autres productions, y compris celles que l'on peut avoir à Wasabi. Donc on va utiliser toutes ces matières organiques pour nourrir des insectes. Alors ici, on est plutôt avec le modèle diptère et donc les asticots. Donc on ne vise pas du tout l'alimentation humaine, mais bien une alimentation plutôt animale, en particulier sur les filières poissons ou volailles. Et dans ce cadre-là, on a fait déjà des tests avec nos poissons pour boucler la boucle et essayer de nourrir nos poissons d'aquaponie avec des insectes. Pour les parties biodiversité de Grégory Mailly, il y a plusieurs endroits dans la faculté où on retrouve cette biodiversité. Ici, on a en toiture des espaces, des infrastructures vertes qui accueillent des expériences de reconquête du végétal sur ces milieux. Nous développons des techno-écosystèmes urbains, donc des écosystèmes qui sont construits par l'homme en s'inspirant des écosystèmes naturels à des fins d'accroître la durabilité du milieu urbain. Ce que nous testons, ce sont des toitures vertes multifonctionnelles, donc qui peuvent supporter la biodiversité indigène, qui rendent des services écosystémiques, la régulation du cycle de l'eau, la régulation climatique, qui contribue en tout cas dans le milieu urbain, qui contribue au bien-être des populations urbaines en offrant des opportunités de contact avec la nature, y compris sur le lieu de travail, et qui sont conçus dans une logique d'économie et d'écologie circulaire, c'est-à-dire basée sur des matériaux régionaux produits par des activités ou par des sociétés régionales. On s'éloigne peut-être un peu de l'agriculture urbaine, mais un outil quand même qui s'appelle le jardin de pluie et qui va donc permettre de faire quel type d'expérimentation? Alors là, l'eau est importante aussi pour l'agriculture, mais dans nos villes, l'eau aujourd'hui, elle va à l'égout. Et l'idée là, c'est de montrer de façon innovante, plus douce, de faire circuler l'eau, de l'amener là où on veut l'amener et de la faire aussi parfois percoler dans le sol de façon douce. Donc le jardin de pluie à Terra, ce qu'on a prévu, c'est de profiter d'un espace vert au cœur du campus pour récolter tous les eaux de ruissellement qui sont inévitables dans les milieux urbains
et pouvoir les gérer de manière raisonnée, sans engorger les réseaux d'égouttage. Donc on a prévu de temporiser ces taux de ruissellement dans des noues. On va faire en sorte que la présence de l'eau avec des fréquences, des hauteurs différentes au cours du temps, eh bien, permet de développer différents écotypes, différents systèmes de biodiversité avec des phytosociologies différenciées. Et en plus de ça, ce sera aussi une zone verte de rencontres, de socialisation, de discussion. Et petit plus, on pourra enseigner dans ce jardin où il y aura un amphithéâtre en plein air. Donc Wasabi s'est doté d'un jardin botanique qui contient environ 400 espèces de plantes différentes. Quelque part, c'est le reflet de la biodiversité et c'est notre collègue Patrick Dujardin qui s'occupe de ce jardin. Et la plupart des jardins botaniques ils sont constitués de parterres linéaires. Ici, on a un parcours sinueux en fait, qui nous raconte déjà un petit peu l'évolution des plantes, qui est une évolution tortueuse avec des chemins de traverse. Toutes les plantes qui sont disposées le sont dans une perspective d'évolution. Ça veut dire que deux plantes qui poussent l'une près de l'autre sont apparentées au niveau de l'évolution. On les regroupe par famille, bien sûr, mais même l'organisation, la localisation des familles les unes par rapport aux autres raconte la proximité, la parenté, je dirais, que l'on peut identifier entre ces plantes. Donc ici on est sur les 30 hectares qui vont servir à cette fameuse expérience transversale d'Agriculturist Life. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on peut voir? Oui, donc on a 4 blocs expérimentaux qui sont répartis dans ces 30 hectares. Et ces 30 hectares vont être progressivement amenés à être en zéro phyto, en zéro pesticide, pour voir aussi l'effet de l'environnement sur les différentes rotations qu'on va tester. Et dans combien de temps est-ce qu'on peut espérer les résultats de cet ensemble d'expériences? Dans les semaines qui viennent, on aura déjà les premiers résultats. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Donc ici on est dans une des expériences d'Agriculturist Life qui est plutôt dédiée à la gestion de la prairie, tant du point de vue végétal qu'animal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors dans une perspective de changement climatique, on s'attend à devoir adapter les modes de gestion de l'écosystème pastoral. Et donc ça implique de devoir étudier tant la composante végétale de la prairie que la composante animale, puisque la gestion se trouve à l'interface entre la plante et l'animal. Et alors pour ça, vous avez développé un certain nombre d'outils qui sont déjà au point et que vous allez pouvoir utiliser. Effectivement, donc nous avons depuis une dizaine d'années développé les capacités de pouvoir analyser le comportement des animaux avec une précision assez élevée. En gros, nous avons dévié ce qu'on retrouve dans des smartphones. Il n'y a pas que des GPS, peut-être malgré toi, tu ne sais pas, mais tu es rempli de capteurs dans ton téléphone, donc notamment des accéléromètres. Et grâce à ces outils-là, on arrive à analyser le comportement des vaches et reproduire leur comportement tout au long de la journée, où est-ce qu'elles ont été faire leur bouchée, quels sont les sites préférentiels des vaches. Bon, atteindre dans une logique de campus durable la forêt tropicale à pied, c'est quand même pas si simple que je croyais. Bonjour Gauthier. Bonjour Philippe. Donc on vient de voir dans Agriculturist Life qu'on peut utiliser les smartphones pour suivre un peu le comportement des vaches dans les prairies, mais je sais que vous les utilisez aussi en foresterie. On les utilise également, effectivement, des téléphones comme celui-ci, des téléphones endurcis. Ça nous permet d'éviter des erreurs d'encodage, des erreurs de saisie, en construisant un programme qui
vérifie automatiquement les données. Des dizaines de milliers d'arbres en fait qui sont suivis annuellement et les données sont encodées et directement archivées dans des bases de données. Elles servent de base à de nombreuses études, c'est vraiment les données de base de monitoring de croissance et de mortalité des arbres qui vont servir à la fois pour construire des normes de gestion forestière ou pour suivre par exemple la réponse des écosystèmes au changement climatique. En Afrique centrale, on est en train de quantifier maintenant beaucoup plus précisément la variabilité de la croissance de 42 espèces commerciales. Et on voit des différences qui vont du simple au double, voire au triple, par rapport à ce que l'administration camerounaise conseille, voire impose en réalité. Et du coup, ça remet en question ces règles qui étaient imposées par les administrations et permettrait d'établir des normes de gestion plus durables de ces forêts. Peux-tu nous dire ce que tu fais ici au sommet de ces arbres ? Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de caractériser et identifier les communautés d'insectes pollinisateurs d'espèces tropicales exploitées pour leur bois d'œuvre en Afrique centrale en tout cas. Et alors tu utilises quel type d'appareil pour ça ? On a plein d'appareils. Le gros de l'appareil, c'est des pièges photographiques, essentiellement des caméras. Puis après, il y a des pièges destructeurs où là, on capture réellement l'insecte. Et alors quels sont les premiers résultats que vous observez ? Il y a un résultat auquel on s'attendait qui était simplement la présence des abeilles. Les abeilles sont présentes pour toutes les espèces en tout cas qu'on a étudiées, les abeilles sont là. Elles pollinisent. Maintenant, le plus surprenant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas que des abeilles. En fait, il y a toute une série de mouches, de scarabées, de cirfes, voilà, il y a plein d'insectes en fait qu'on ne soupçonnerait pas qui participent à la pollinisation. Beaucoup de papillons aussi, forcément, etc. Je reviens de l'arbre dans lequel Quentin était avec moi et il utilisait aussi ce type d'outil. Est-ce que tu peux me dire si toi tu l'utilises aussi dans ta recherche pour faire ta thèse de doctorat et à quoi est-ce que ça peut te servir ? On est plusieurs chercheurs à utiliser des pièges photographiques pour étudier des espèces ou des communautés animales en Afrique centrale. Et donc on les utilise soit pour faire des inventaires de faune, soit pour étudier des processus écologiques, comme par exemple la dispersion des graines. Alors un résultat justement qui vient d'un piège photographique, c'est ici une vidéo d'un éléphant qui est en train de manger des fruits du mambodé, qui est donc un arbre qui est exploité pour son bois. Et donc en fait en accumulant un certain nombre de données, donc de données vidéo obtenues avec ces pièges photographiques, ça nous permet de quantifier l'importance du rôle de différentes espèces animales dans la dispersion des graines des arbres qu'on étudie. Quel est l'impact de cette dispersion des graines par les éléphants sur l'évolution de la forêt ? L'éléphant est un mammifère qui se nourrit d'une très grande quantité de fruits et donc dans les forêts, c'est l'espèce qui va principalement disperser les arbres fruitiers. L'éléphant va pouvoir disperser des graines en fait sur des distances considérables et va permettre donc à des essences de pouvoir se développer dans de nombreux endroits au sein de la forêt. D'accord. Toi, tu utilises plutôt la télédétection pour suivre ces forêts. J'utilise le satellite et le drone, donc c'est deux outils de télédétection qui vont permettre de monitorer la forêt à distance et donc moi je m'intéresse particulièrement à la dégradation causée par l'exploitation de bois d'œuvre. Donc je vais essayer de détecter par télédétection tous les dégâts qui ont été causés par l'exploitation du bois. Et alors par rapport au passé, quand on n'avait pas accès à ces techniques, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui la télédétection pour le gestionnaire de la forêt ? Donc en forêt tropicale, pour justement monitorer ces forêts, il faut envoyer des hommes sur le terrain. Par exemple, les concessionnaires forestiers, après l'exploitation, ils vont envoyer des hommes pour mesurer les routes, la largeur des routes, la largeur des trouées. Et ça prend énormément de temps puisque les forêts tropicales sont denses et donc difficiles d'accès, elles couvrent de grandes surfaces. Donc l'intérêt du drone, c'est justement de pouvoir facilement monitorer ces forêts et ces dégâts en simplement envoyant un drone pendant un vol d'une journée et avoir déjà pas mal d'informations sur l'exploitation. Et on utilise effectivement les drones pour le suivi du couvert forestier en zone tropicale, notamment dans le cadre des concessions forestières. Donc ça nous sert simplement, notamment à identifier les zones dégradées, les trouées d'abattage, les parcs, etc. Et comment est-ce que vous allez procéder alors à la reforestation ? On apporte quelque chose de beaucoup plus scientifique que ce qui se faisait traditionnellement en termes de quels sont les critères pour identifier par exemple les semenciers, quelle est la distance entre deux semenciers, tout ce qu'il faut pour assurer une diversité génétique et éviter des problèmes de consanguinité à long terme.
Également, tout ce qui est démarche de plantation est beaucoup plus rigoureuse que ce qui se fait traditionnellement dans ces milieux. D'accord. Et là, vous venez de démarrer un projet européen d'envergure sur le sujet. Exactement, oui. On a donc eu la chance de bénéficier d'un projet qui s'appelle RUFAC, donc reboisement des unités forestières d'aménagement au Cameroun, qui vise à planter, à enrichir environ 30 000 hectares de forêt dans les zones exploitées au Cameroun. Donc. Bonjour Robin. Bonjour. Donc j'arrive en direct de la forêt tropicale et j'ai là quelques beaux échantillons de bois que j'aimerais bien valoriser. Donc tu peux un peu me dire ce que vous faites au laboratoire pour valoriser ce bois? Ici, pour le bois, on a plusieurs optiques. Donc on peut soit le valoriser pour du biocarburant, par exemple, ou alors aller dans une chimie peut-être un peu plus fine et le valoriser dans la maroquinerie pour teindre certains cuirs ou encore pour la formulation d'alcool, colorer les alcools. Donc vous allez extraire un certain nombre de molécules qui sont à l'intérieur de ce bois, et c'est ce que sont en train de faire les étudiants qui sont là en travaux pratiques? Oui, c'est ça. Donc là, en fait, ils sont en train de travailler, ils vont caractériser toute la matière, donc les molécules qu'il y a dans le bois, et après, ils vont essayer d'optimiser un procédé pour extraire des molécules, notamment pour le biocarburant aussi. Bonjour Aurore. Bonjour. Donc on a vu tout à l'heure que ton laboratoire était spécialisé dans le traitement notamment des matières d'origine, je dirais, de la forêt, pour rechercher des métabolites d'intérêt ou des molécules d'intérêt. Mais en fait, vous ne travaillez pas que sur ce type d'échantillons. Alors nous, on travaille aussi sur d'autres matières premières, notamment les résidus de l'agroalimentaire. Alors ça peut être les pulpes de betterave, les drèches de brasserie. Ça peut être même aussi les fractions fermentescibles de nos ordures ménagères, donc nos poubelles. Mais ça peut être aussi des résidus d'autres cultures, comme la févrole par exemple, qui est une des matières que l'on étudie pour le moment dans nos laboratoires. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Alors notre thématique phare, c'est de faire des nouveaux matériaux, essentiellement des nouveaux bioplastiques, c'est-à-dire des matériaux qui vont se substituer partiellement ou totalement aux matériaux plastiques traditionnels issus des filières fossiles et qui vont avoir un avantage, c'est d'être biodégradables, voire même compostables, et donc qui vont limiter leur impact sur l'environnement. On vient de voir chez le professeur Richel qu'on a la possibilité à partir de févrole de faire des bioplastiques. Et donc, peux-tu me dire un peu ce que c'est la févrole en fait? Alors la févrole, c'est ceci. C'est une légumineuse qui contient beaucoup de protéines dans ses grains. Et donc on va utiliser cette protéine pour faire de nouveaux aliments qui sont produits de Belgique avec des produits de Belgique. Très bien. Et donc là, avec la févrole concrètement, quel type de technique vas-tu utiliser pour pouvoir un peu séparer les constituants de la févrole? Alors dans un premier temps, je me suis focalisé sur des séparations solides, donc séparées sans utilisation d'eau. Et donc après broyage de ma févrole, j'obtiens une farine qui a des tailles différentes suivant ses composés. Et donc je vais séparer les protéines de l'amidon par ces processus physiques. Et donc ici, j'obtiens une farine riche en protéines qui va me permettre de produire des nouveaux aliments comme des pâtes à tartiner. Très bien. Et donc, il y a d'un côté cette farine et de l'autre côté, il y a un résidu que tu veux essayer de valoriser quand même, quoi. Et donc, il faut encore purifier ce résidu pour arriver à obtenir quelque chose de plus intéressant pour le transformer en bioplastique. Et donc, que vas-tu faire avec ce résidu? Donc ce résidu est très riche en amidon, mais il reste encore une petite partie des protéines qu'on avait au départ. Donc on va essayer de les récupérer pour augmenter nos rendements d'extraction de protéines et également purifier l'amidon pour en faire des bioplastiques. D'accord. Et donc de là, pour ça tu utilises les réacteurs qui sont ici, qui consistent à faire une extraction liquide solide, solide liquide peut-être que je devrais dire, quoi, et qui donne par exemple ce type de produit. C'est ça. Donc ici, on a le résidu liquide après extraction des protéines qui contient encore beaucoup de protéines qu'il faut précipiter pour les récupérer sélectivement. Et après ce type d'extraction, on a de l'amidon presque pur qui va nous permettre de produire des bioplastiques. Très bien. Bonjour Antoine. Bonjour Philippe.
Alors là, on se voit à distance aujourd'hui, donc je pense qu'on peut enlever le masque. Tu es à Lille, tu as été ici à Gembloux pendant plusieurs années, dans le cadre d'une thèse en co-tutelle. Et là, tu as étudié en particulier une molécule, l'astine. Voilà, en quoi consiste l'astine? Alors en fait, l'astine, c'est une molécule qui a été au départ identifiée au niveau des racines d'une plante qui est utilisée en médecine chinoise, qui s'appelle Aster tataricus, et qui était produite en très faible quantité. Mais c'est une molécule qui est très intéressante puisqu'elle a des propriétés anticancéreuses notamment. Et donc, on a eu pas mal de collaborations entre Lille et Gembloux à propos de cette astine, notamment dans le cadre de 2 projets européens. Et qu'est-ce qu'on a découvert finalement? On a découvert que l'astine n'était pas vraiment produite par la plante, mais produite par un champignon endophyte qui pousse sur la plante, en particulier sur ses racines, qui s'appelle Pseudoderm elastes et qui produit lui aussi de très faibles quantités de l'astine. On est parti sur 2 possibilités, soit optimiser la production directement à partir du champignon, donc par des voies biotechnologiques, en changeant le milieu de culture et les conditions. Et l'autre option qu'on a choisie, c'est plutôt de transférer tous les gènes qui étaient impliqués dans la voie de biosynthèse, les prendre du champignon et les transférer dans un autre organisme. On avait choisi une levure à ce moment-là. L'objectif final, c'était de réussir à produire plus d'acide. Alors la recherche n'est pas terminée, mais je sais qu'il y a déjà eu quelques belles publications, une dans PNS et une dans Biotechnology Journal autour de cette thématique. Et je sais aussi qu'on transfère aujourd'hui la production à une petite société, c'est bien exact? Oui, c'est ça. On espère que prochainement, on pourra la produire en grande quantité dans les bioréacteurs comme ceux qu'on trouve derrière toi, Philippe. Derrière moi, selon comment tu es positionné. Merci Antoine et bonne continuation. Merci à toi aussi. Fatimata, tu as une histoire à nous raconter par rapport à l'impact du Covid et du confinement sur la fin de ta thèse. Oui, effectivement. J'étais dans les dernières manips de ma thèse. Il restait juste quelques manips que je devais effectuer. Et puis le Covid est arrivé. On a dû tout arrêter. Il y a des manips qui ont été carrément reportées, que je ne pouvais pas terminer. Je travaillais aussi comme jobiste pour pouvoir financer le reste de ma thèse. Donc je me suis retrouvée sans boulot, rien. Et puis le confinement aussi, je ne pouvais pas rentrer chez moi au pays. Je suis restée toute seule, confinée à mon logement jusqu'à ce que les choses reprennent. Et puis quand les choses ont repris petit à petit, j'ai pu trouver un job. Donc maintenant je partage des kits Covid. J'incite tous les étudiants à se faire dépister, tout le personnel. J'ai pu terminer mes travaux, j'ai rédigé ma thèse. Donc finalement le Covid t'a empêché de travailler un moment et puis t'apporte du travail à la fin de ta thèse. Et cette thèse elle portait sur quelle thématique? Elle portait sur la contribution phytochimique des plantes médicinales ivoiriennes, 2 plantes médicinales ivoiriennes. Elle portait sur les huiles essentielles et les composés non volatiles. Alors justement, les huiles essentielles, Marie-Laure, c'est une de tes spécialités. Tu peux un peu nous dire sur quoi vous travaillez au laboratoire? Au laboratoire, on travaille à la fois sur la caractérisation de nouvelles huiles essentielles, notamment à partir de plantes endémiques venant de Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays. On travaille également sur les activités biologiques de ces huiles essentielles et principalement dans le contexte d'application en agronomie. Donc insecticides, herbicides, on travaille sur ce type d'activité et sur la compréhension donc, des mécanismes d'action. Et le fait de disposer de nouvelles huiles essentielles qui n'ont jamais été décrites avant, avec des compositions parfois très particulières, nous permet de découvrir des activités biologiques vraiment intéressantes. C'est ce qui est le cas dans le cadre de la thèse de Fatimata qui se termine maintenant. Bonjour Juliette. Bonjour Philippe. Donc on va maintenant un petit peu discuter de Diversiferm, qui est donc une structure qui aide aux producteurs qui veulent développer les circuits courts, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, je pense, à la faculté, et qui a dû donc s'adapter particulièrement à cause du confinement et du Covid. Oui, tout à fait, parce que nous, notre vocation, c'est vraiment d'accompagner les exploitations agricoles qui souhaitent diversifier à travers la production de denrées alimentaires issues de la région wallonne. Donc on dépend du laboratoire QSPA de Madame Syndic, et notre but, c'est de les aider à se lancer dans un projet de diversification. Donc par rapport à ça, pendant le confinement,
On a eu beaucoup de demandes de la part des producteurs parce qu'il y avait une relocalisation, j'ai envie de dire, des consommateurs qui sont très très fort tournés vers tout ce qui était circuit court. Et donc eux ont vu leurs demandes augmenter de manière très importante. Et puis après, les marchés par exemple, etc., tout ça s'est fermé pendant un temps, quoi. Donc là aussi, tout ça s'est arrêté et ça a bien été une double problématique pour eux. D'une part, ils devaient augmenter leur production parce qu'il y avait une demande très importante, mais leur circuit de distribution habituel n'était plus présent. Ils n'avaient plus les marchés, ils n'avaient plus les cantines scolaires. Nous, on est normalement beaucoup sur le terrain parce que c'est plus important pour nous de voir directement l'infrastructure et de discuter avec les producteurs. Dans cette période où on ne pouvait pas le faire, on en a aussi profité pour développer toute une série d'outils de manière à pouvoir répondre à une demande sur des thématiques qui étaient récurrentes, j'ai envie de dire.